Robert Lafaure va vous présenter les réflexions introductives qu'il avait préparées pour nous amener sur le terrain de cette tension entre institution et parcours. Ensuite, Alain Devert va, en tant que discutant, proposer des axes de discussion et nous espérons un large débat avec vous pour enchaîner ensuite, dans la suite de la journée, sur des incarnations qu'on va dire réelles, dans des pratiques de secteur de cette problématique que nous posons de manière générale ce matin. Merci, bonjour à tous. Et veuillez m'excuser de ce retard, mais qui est dû à des mouvements sociaux, comme vous savez. Donc, les mouvements sociaux, ça se respecte. Le droit de grève étant un droit, on ne peut pas tout à fait le contester, même si c'est un petit peu gênant parfois. Voilà, alors je n'ai pas du tout entendu la totalité de l'intervention de Christine. Je suis là depuis 5 minutes, donc je vais peut-être avoir du mal à me connecter à ce qu'elle a pu aborder. Et je vais donc vous livrer ce que j'avais pensé vous livrer originellement. Donc le parcours et l'institution, je voudrais simplement commencer par cette remarque que, parlant de parcours, on pourrait un petit peu généraliser en parlant d'accompagnement, de suivi, de contractualisation, de projet de vie, etc. Vous avez tout un vocabulaire qui a émergé dans l'action sociale depuis une dizaine d'années. Disons, la loi 2002 en a posé un petit peu les principes. Et puis surtout, je pense que le modèle d'intervention qui sous-tend toutes ces nouvelles notions, c'est la loi de 2005 relative au handicap, qui fonde, à mon sens, une tentative de recomposer, de reconcevoir de façon différente les activités d'action sociale, différentes par rapport à à la façon dont elles avaient été pensées. Enfin, pensées, je vais revenir là-dessus, mais probablement pas dans l'application d'un plan préétabli, mais en tout cas inventées progressivement au gré du temps, à partir des années 45-50, dans la formulation, disons, de ce qu'est la modernité de l'assistance, le modèle assistentiel moderne qui s'invente dans les années 50-60 à peu près, notamment dans le champ du handicap. Donc il y a une reformulation, et naturellement, je ne vais pas me livrer à des tentatives de définition de ce qu'est un parcours, de ce qu'est un projet de vie, etc., parce que je pense que j'en sais rien. Ce sont des notions vagues, mais je les prends comme des symptômes d'une transformation. Pourquoi est-ce qu'on n'en parlait pas il y a 30 ans? Et pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? Voilà un peu la question qui m'anime. Et je fais un lien avec l'institution, naturellement, parce que, au fond, ce qui est en jeu derrière, indépendamment, parce que j'ai cru comprendre que Christine avait balayé tout un champ de thèmes qui sont les thèmes sous-jacents à l'aventure de ce qu'on pourrait appeler, je crois que c'est ce qu'elle disait elle-même d'ailleurs, la modernité, c'est-à-dire ce qui structure fondamentalement nos sociétés. En tout cas, il y a au moins un plan de coupe, et c'est d'ailleurs pas un hasard que je l'ai choisi, puisque c'est celui qui figure dans le titre même, c'est penser le parcours, le projet de vie, etc., par rapport à l'institution. C'est-à-dire se demander comment ces notions sont un symptôme de transformation de la façon de faire institution. Alors pour ce parcours, je vous propose ce qui évidemment me vaudrait une mauvaise note si c'était une copie à la faculté de droit, puisque je vous propose 4 parties, et il est entendu que c'est absolument atroce. Le seul plan qui vaille, c'est le plan en 2 parties, 2 sous-parties. Enfin, maintenant, je vais m'affranchir de cette contrainte et j'espère que je n'aurai pas la mauvaise note. Donc, je vais tenter de vous proposer un parcours en 4 points. Un premier point, c'est, puisque nous reposons la question de l'institution aujourd'hui, et son pendant d'ailleurs qu'on appelle la désinstitutionnalisation, essayer de faire quelques remarques sur sur quels sont les faits, les phénomènes que recouvre cette problématique nouvelle autour des institutions. Enfin, d'ailleurs, je vais vous le dire, pas si nouvelle que ça. Ce qui va m'amener, deuxièmement, à essayer d'expliquer que ça révèle, je le disais à l'instant, la crise d'un modèle d'organisation, c'est-à-dire, au fond, d'une façon de penser les institutions et les rapports des individus avec les institutions, deuxième point. Troisième point, ce qui va nous amener à nous interroger sur ce qu'est une institution. Et de là, quatrième point, je vous proposerai en forme d'ouverture, mais en laissant évidemment l'essentiel du travail aux gens qui sont dans la salle, car personnellement, je n'ai pas d'idée,
Quatrième point, c'est alors comment instituer autrement? Car de mon point de vue, c'est cela dont il s'agit. Comment instituer autrement? Le principe de base, je le redirai, je le dis tout de suite, c'est que je ne vois guère, quels que soient les problèmes qu'a soulevé Christine, je ne vois guère de société qui puisse fonctionner sans institution. Si l'on veut bien, au fond, donner à la notion d'institution, j'y reviendrai, non pas cette définition, mais la mettre sous cette idée très simple que les sociétés humaines étant des sociétés d'individus interdépendants, Aristote ayant dit que l'homme était un animal politique, mais pour lui, politique, c'était équivalent à social. Il est très, très difficile, voire quasiment impensable, on pourrait même dire que ça confine à l'idiotie la plus absolue, de penser que les individus puissent se juxtaposer sans qu'il existât quelque part quelque chose qui les font tenir comme un tout, et qui font tenir les individus eux-mêmes d'ailleurs. Car le problème de l'humanisation de chacun d'entre nous, c'est que nous n'existons pas par nous-mêmes. Nous existons parce que nous tenons du groupe dans lequel nous sommes nés par hasard, sans l'avoir voulu d'ailleurs. Et le projet de vie d'ailleurs ne peut pas porter sur le fait de choisir de naître ou de ne pas naître. C'est déjà quand même très important de le dire. Ça ne fait pas partie du projet de vie. C'est en dehors. Donc, cette situation-là, c'est que nous appartenons à un collectif donc, qui, pour nous, a une dimension d'objectivité insurpassable sur laquelle nous pouvons nous appuyer plus ou moins facilement, certains s'appuyant très bien et d'autres très mal, le problème est là, mais le fait de s'appuyer sur un substrat et de vivre dans un collectif, à mon sens, n'est pas négociable. Je ne vois pas trop quel sens ça pourrait avoir. Voilà. Alors ces remarques étant faites, premier point, donc institution et désinstitutionnalisation, c'est une sorte de... Je vais aller très vite parce que je crois qu'il faut que j'aille assez vite. C'est une sorte de balayage un peu de la problématique dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Effectivement, nous assistons, alors c'est apparu beaucoup dans le champ du handicap avec la loi de 2005, autour de la notion qui a été une sorte d'élargissement, enfin une volonté d'élargissement et d'approfondissement de cette notion que nous voyons apparaître, nous, dans les années 80-90, qu'on appelait l'insertion, et qui est née avec le RMI. Et donc, venant des instances européennes, on s'est mis à parler d'inclusion. Et bon, on a là tout un vocabulaire qui fait signe un peu vers les mêmes choses. Et inclusion étant entendu donc comme des processus qui font échapper les personnes, alors dans le cadre de l'action sociale, puisque c'est ce qui nous occupe, mais on peut élargir à toutes les organisations collectives, pour l'école, l'université, le travail, etc. Nous assistons au même phénomène. Il n'y a rien d'original dans l'action sociale. Donc on parle de désinstitutionnalisation. Alors l'idée, évidemment, j'ai assisté à plusieurs colloques, venant notamment du Québec ou de l'Europe du Nord. L'idée, c'est que les établissements spécialisés qui ont été, avec beaucoup d'énergie, fabriqués dans les années 50 et qui sont apparus, notamment à l'initiative d'associations de parents handicapés, qui, je ne suppose, ne voulaient pas faire le malheur de leur enfant, principalement. Eh bien, toutes ces initiatives ont abouti à construire donc, ce qu'on appelle des établissements et à y référer les enfants à partir d'un diagnostic quant à leur situation. L'idée étant que l'établissement, en quelque sorte, avait un potentiel global de prise en charge de la personne. Au fond, on a construit un système dans lequel on superposait à peu près la notion d'établissement. D'ailleurs, la loi de 30 juin 1975 renvoie à cette notion, les équipements, les établissements. C'est d'ailleurs ce que la loi, dans son titre, appelait les institutions sociales et médico-sociales. Donc on superpose un établissement spécialisé, on se préoccupe d'en créer un nombre suffisant, c'est la logique des places, on crée des places, on procède à des placements, c'est ainsi qu'on concevait le système, et dans chaque institution spécialisée, on met un dispositif de professionnels et de moyens qui sont censés prendre en charge, c'est la prise en charge, prendre en charge la totalité des besoins de la personne qui est référée à l'institution. Alors ce modèle qui est valable dans l'action sociale, je le disais tout à l'heure, il est équivalent, il se produit de façon équivalente à l'école, ou à côté du lycée général, on va faire le lycée technique, le lycée technologique, hein,
c'est pareil. C'est des places pour des situations spécifiques de gens qu'on va faire rentrer dans des structures qui sont censées les prendre en charge compte tenu des caractéristiques qui sont les leurs, etc. Donc on va avoir ce processus. Alors, ce modèle, il a toujours été critiqué. Et d'un certain point de vue, la situation dans laquelle nous nous trouvons, où on prétend désinstitutionnaliser, donc j'étais parti de là, dans la plupart des représentations, ça veut dire qu'il ne faut plus mettre les personnes dans les établissements. Il faut casser les établissements, les ouvrir, pour que les personnes transitent dans des établissements, et si possible d'ailleurs, qu'ils n'y viennent jamais, l'objectif étant qu'on les maintienne le plus possible dans la vie normale, dans le droit commun, on dirait. Autrement dit, l'enfant handicapé qu'on avait conçu comme devant être référé à une institution spécialisée, un IME ne doit plus être dans l'IME, il doit être dans l'établissement scolaire de droit commun. Dans l'établissement scolaire de droit commun, l'enfant qui n'est pas compatible avec l'établissement scolaire de droit commun, eh bien, il doit s'y maintenir malgré tout, parce qu'on ne peut plus le faire redoubler, on ne peut plus l'éjecter, alors que je fais remarquer qu'évidemment, dans le modèle antérieur, une grande partie des enfants qui faisaient partie de l'éducation spécialisée, c'était les enfants qui ne tenaient pas les normes de l'éducation normale. D'ailleurs, les IME ont été inventés, pour une grande partie, par des enseignants. C'est des enseignants qui ont inventé ça. Pourquoi ? Pour sortir les enfants qui ne tenaient pas la norme scolaire et les mettre dans des structures spécialisées. Donc tout ça n'est plus de mise, désinstitutionnaliser, c'est ça en fait. Le projet, c'est faire sortir les gens des institutions. Alors je dirais que la critique n'est pas nouvelle, parce que dans les années 60-70, on a un certain nombre d'auteurs qui ont d'ailleurs amené les travailleurs sociaux, pas que, mais beaucoup les travailleurs sociaux à réfléchir, ce qui aboutissait d'ailleurs à une forme de schizophrénie du travail social, qui était obligé de dire que ce qu'il faisait c'était très mal, mais de continuer à le faire quand même. C'est ce qu'on appelait les théories du contrôle social. C'est-à-dire les théories selon lesquelles, alors c'est Foucault, c'est la théorie institutionnelle de Louraud et la Passade, c'est Ivan Illich, c'est évidemment, dans cette forme tout à fait symptomatique, c'est le cas de dire, et catastrophique un peu du modèle, c'est Irving Goffman avec son fameux ouvrage « Stigmate », qui explique que les institutions, loin de prendre en charge les personnes qu'on leur confie pour améliorer leur situation, en réalité les chronicisent, les transforment en des individus qui sont les objets, les otages de l'institution. Il y a une forme de réification des personnes qui passent dans le système. Alors, chez Foucault, évidemment, on y voit une théorie générale de la gouvernementalité, c'est-à-dire de la gestion de la société, le placement des personnes dans les asiles psychiatriques, dans les orphelinats, dans les institutions, en quelque sorte, telles qu'on les entendait tout à l'heure. Ce placement ayant comme fonction principale, eh bien, de reproduire l'ordre social, de rendre la société gouvernable en traitant les phénomènes de déviance, marginalité, contestation de toute nature que l'on traite par ces institutions, qui sont des institutions de relégation, Foucault disait, dans l'histoire de la folie à l'âge classique, d'enfermement. Alors donc la critique est assez ancienne. Ce qui est étonnant, évidemment, c'est que la critique, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, elle était en quelque sorte à contre-courant. Elle a existé, elle a même été enseignée dans une sociologie critique dont la France s'est fait la spécialité, c'est-à-dire la capacité à dire que le système est très mauvais, qu'il va à l'encontre de ce qu'il faudrait qu'il fasse, mais néanmoins, on observe que le système n'en change pas pour autant. Au contraire, il s'est renforcé. C'est-à-dire qu'on a fait tout ce qui était dénoncé, on l'a développé. Donc, il y a eu une critique. De mon point de vue, ce qui se produit aujourd'hui, ce n'est pas une critique de type universitaire, un peu marginale, je dirais, pour animer des courants de la sociologie, de la philosophie ou de la science politique contemporaine. Ça reste vrai, mais me semble-t-il, ce n'est pas tout à fait le cas. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que la désinstitutionnalisation dont nous parlons aujourd'hui, il y a peu de sociologie critique qui s'en préoccupe vraiment, pour essayer de nous expliquer ce que c'est. Bon, donc, je pense que c'est un mouvement très profond de remise en cause de nos modes d'organisation. Autrement dit, il faut passer, pour résumer, c'est le résumé de ce premier point, il faudrait tenter de sortir de cette idée en cours, et que je retrouve un peu dans certains propos
dans les années 60-70, la critique institutionnelle, au fond, c'était la dénonciation du caractère aliénant de l'organisation au nom d'un point de vue qui était le point de vue d'une possible émancipation des individus à l'écart de toute institution. On trouvait ça dans l'autogestion, qui était au fond le modèle alternatif, l'autogestion. C'est-à-dire détruire des institutions aliénantes par nature, en quelque sorte. Donc, il faut, à mon sens, se garder de cette vision, et c'est l'objet de mon deuxième point, essayer, je vous le propose, hein, chacun en pense ensuite ce qu'il veut, de passer à quelque chose d'autre qui serait de penser ces processus de désinstitutionnalisation ou de critique des institutions telles qu'elles existent comme une transformation qui est attendue, déjà à l'œuvre, mais dont l'avenir est encore incertain, heureusement pour nous. Parce que ça veut dire qu'il reste quelque chose à faire. Et à mon avis, d'ailleurs, il reste l'essentiel à faire. Donc l'avenir est incertain. C'est une transformation du modèle organisationnel dont nous avons hérité. Et il faut le penser comme tel, puisque c'est la seule façon, à mon avis, de nous convoquer à une tâche de réflexion, d'innovation, de construction de l'avenir. Voilà. Sinon, s'il suffisait de détruire les institutions pour que la société aille bien, enfin, à mon avis, d'ailleurs, je ne vois pas trop ce que ça voudrait dire, mais ça serait très simple, il n'y aurait qu'à le faire. Mais enfin, vous avez constaté comme moi que c'est probablement, très concrètement, on le voit, que c'est probablement quelque chose de tout autre. Donc le deuxième point, c'est, je vais tenter de le traiter, c'est la crise du modèle, enfin, crise entre guillemets, il y a des crises partout, mais enfin, probablement là une aussi, la crise du modèle organisationnel. Voilà. Alors, en gros, je vais me livrer là à des simplifications et des schématisations absolument outrancières. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Mais en gros, je pense, je vais remettre l'accent sur des aspects que j'ai évoqués un petit peu tout à l'heure. Je pense que nous sortons d'un modèle qui a eu sa grandeur, qui nous a fait vivre, qui était formidable d'un certain point de vue, que j'appelle le modèle techno-bureaucratique. Autrement dit, l'idée, c'est que, bon an, mal an, après, si vous prenez les secteurs de l'action publique, par exemple, vous allez avoir des différences tout à fait considérables. Mais bon an, mal an, si vous voulez, à partir de... Dans le cadre de ce qu'on appelle l'État-providence, ça commence... Les semences apparaissent, au fond, à la fin du 19e siècle, en France, dans la construction de ce qu'on appellerait l'État républicain français. Puis il y a une forme d'embardé absolument formidable après 1945-1950. Nous avons pensé l'organisation de notre société sur le modèle que j'appelle techno-bureaucratique. Ce modèle, d'abord, c'est sa première caractéristique. Il repose sur le fait que pendant un certain temps, ça a marché. Ça nous venait de l'histoire, ça a été très fort, 19e siècle, 20e siècle. Les sociétés humaines sont des sociétés nationales qui sont très fortement cadrées par, et pour nous Français, c'était vraiment la caractéristique fondamentale de notre société. En fait, d'ailleurs, dans les années 60, les sociologues, quand ils parlaient de la société française, ils parlaient de quoi? Ils parlaient de l'État français, de la nation, je ne sais pas. C'est une espèce de métaphore d'un groupe. Donc nous avons réussi à vivre efficacement pendant un certain temps sur cette idée que nous appartenons à une communauté qui est la communauté d'appartenance fondamentale, dominante, c'est la nation, le peuple, et que l'instance qui la représente et qui la structure, c'est l'État. Et toute la structuration de l'activité sociale se fait via l'État. Selon moi, c'est le problème aujourd'hui, c'est que ça ne marche plus. Mais ça a bien marché. Une forme d'apogée de ce modèle, c'est toujours comme ça, l'histoire est facétieuse. C'est les années 80, où avec l'élection de François Mitterrand en 81, on a dans le programme les 110 propositions du candidat Mitterrand, on a une sorte, je dirais, d'apogée. Alors, facétieuse, pourquoi? Parce que ça se fait au moment où la base du système commence à se déglinguer. Mais les gens qui ont fait le programme ne l'ont pas bien vu. Alors évidemment, c'est dans les années 80 qu'on va nationaliser massivement, on va renforcer le secteur public, on va avoir en 83 les grandes lois sur la fonction publique, les 3 lois, on va réorganiser, on va intégrer le monde de la santé dans la fonction publique, etc.
Donc on a cette vision d'une société statutaire, étatisée, centralisée, qui tire toute sa capacité d'organisation de l'instance centrale que constitue l'État. L'État, c'est la grande pompe qui absorbe la richesse et qui la redistribue dans ses politiques publiques. Et les politiques publiques, elles descendent vers la population. Alors ça donne le modèle techno-bureaucratique. Très vite, c'est quoi le modèle techno-bureaucratique? Les deux termes peuvent être pris l'un après l'autre. Bureaucratique, ça signifie que nous pensons les problèmes sociaux selon un modèle qui est, d'un point de vue vertical, si vous voulez, segmenté en secteurs, cloisonnés, sur le terrain fonctionnel. C'est-à-dire qu'on pense résoudre les problèmes sociaux en identifiant les questions, en séparant les questions. Au fond, c'est Descartes, le discours de la méthode. Pour résoudre un problème, il faut le découper en autant de parties qu'il comporte. Et puis, on crée des dispositifs donc verticalement cloisonnés, chacun des dispositifs ayant mission de prendre en charge un des problèmes. Alors, ça nous vient du découpage ministériel à partir des années 1880. Il faut rappeler qu'en 1880, il y avait 5 ministères dans les gouvernements. Nous atteignons maintenant, en comptant les secrétaires d'État, 40, je ne sais pas, 45 peut-être. Et qu'est-ce que c'est que ces ministères? C'est des découpages d'action publique, éducation, santé, travail, etc. Vous mettez les éléments et vous découpez en confiant chaque problème à une filière spécialisée. Donc verticalement, c'est ça. Et sur le plan horizontal, c'est le modèle pyramidal hiérarchique. Il faut construire un système où il y a un centre qui décide et par impulsion successive, la décision centrale descend dans la structure sociale jusqu'à l'application. Autrement dit, entre le dernier des guichetiers et le ministre, il y a une cohérence globale qui fait que le dernier des guichetiers n'a qu'à appliquer les réglementations, la circulaire du ministre, et puis les problèmes seront réglés. C'est tout à fait cohérent. Donc la logique hiérarchique. Alors naturellement, pour l'action sociale, je pense que c'est un élément à noter, mais dans tous les domaines, il y a des niveaux d'adaptation de ce système, mais ce sont des niveaux d'adaptation que j'appelle marginales, c'est-à-dire que la logique descendante est prégnante, c'est la plus puissante, si vous voulez, puis on concède des articulations qui donnent aux acteurs une marge de manœuvre ou une capacité de négocier la norme centrale, ce que j'appelle, moi, l'adaptation marginale de la norme centrale. Voilà. C'est à ça que servent notamment les collectivités territoriales, qu'on appelait à l'époque locales, d'ailleurs, les territoires n'existant pas, territoires entre guillemets, puisque voilà une nouvelle notion très intéressante aussi. Pourquoi parle-t-on de territoire et plus de local? Donc, les collectivités locales font ce travail d'adaptation marginale. Et d'un certain point de vue, je tiens à cette idée que les travailleurs sociaux ont été inventés pour faire de l'adaptation marginale la norme centrale. C'est-à-dire, eux, ils sont à l'interface des organisations bureaucratiques et sectorielles, et ils essayent d'adapter la demande, de traduire la demande de la personne et de traduire un petit peu la réponse institutionnelle pour que ça rentre dans les cases, en quelque sorte, que les gens rentrent dans les cases. Voilà pourquoi les premiers travailleurs sociaux ont été pensés un peu comme des libéraux, profession libérale, d'où vient le secret professionnel, les assistantes sociales, etc. Un peu comme l'étaient les avocats, qui sont eux-mêmes des adaptateurs marginaux du système. Ils sont à la marge du système. Ils essayent de faire coller les situations objectives, concrètes que vivent les gens à la réalité. Donc, bureaucratique, pour cette raison-là, tout le monde, je pense, voit à peu près ce à quoi je fais allusion. Techno-bureaucratique, disais-je, ça c'est sur le terrain de la légitimité. Le carburant qui fait fonctionner ce système, c'est-à-dire ce qui lui donne le fait que, ce qui lui attribue cette capacité qu'il apparaît normal de fonctionner tel qu'il fonctionne. En gros, ce qu'on appelle la légitimité, qui, je le rappelle, est un carburant absolument fondamental des sociétés humaines, parce qu'à part la légitimité, il n'y a plus que la violence pour mettre les sociétés en ordre. Donc on obéit aux normes, non pas parce qu'on nous contraint à le faire, mais parce qu'on pense que c'est normal. Donc ce modèle de légitimité, il a un double carburant dans ce système. C'est la loi, c'est-à-dire c'est la structuration juridique, les lois, les règlements, c'est ce que j'appelle la légitimité du guichet. À tous les niveaux, et en bout de chaîne en particulier, vous avez des guichets, et le guichet est légitime parce qu'il applique les règles
Donc, il vous donne la prestation qui a été légalement prévue, etc. Et parce que vous êtes dans les conditions légales pour bénéficier de la prestation. Et puis, cette légitimité se complète dans nos sociétés. C'est un aspect de la modernité, au fond, des technosciences, de la science, du savoir, qui vont alimenter la légitimité des professions, des corporations. Et donc, là, au fond, c'est le maître, celui qui sait, le soignant. Donc, ces corporations se constituent, au fond, sur la base d'un savoir, c'est-à-dire d'une certaine façon d'interpréter de la réalité vécue par les gens, l'ordre social, les situations sociales de quelque nature qu'elles soient, de les interpréter, de leur donner un sens et d'appliquer, alors avec des découpages évidemment entre les spécialités, elles-mêmes se sont découpées, les médecins généralistes, les médecins spécialistes, etc. Vous avez, le modèle a été exactement le même. Et donc on découpe les corporations elles-mêmes en assignant à chaque corporation une fonction pour laquelle elle est dotée d'une compétence. Et évidemment, là encore, l'État est central, puisque c'est l'État qui distribue les qualifications en donnant les diplômes. Il faut aller vite. Voilà. Donc ce modèle techno-bureaucratique, voilà quel il était. Et de mon point de vue, donc je vais très vite, eh bien, ce modèle, disons-le tout court, à mon sens, ne fonctionne plus. Très vite. Il ne fonctionne plus. Alors, on pourrait évidemment prendre pratiquement toute la journée pour tenter de comprendre pourquoi, mais il ne fonctionne plus, à mon avis, pour plusieurs raisons. La première raison, d'abord, c'est que la société globalement, la société démocratique a évolué de telle façon que raisonner les problèmes sociaux en les découpant en catégories, ça n'est plus possible pour la raison qu'il y a des surnuméraires partout, c'est-à-dire il y a des individus qui n'entrent plus dans aucune catégorie et leur nombre s'accroît. Donc vous avez ce qu'on appelle des populations interstitielles qui défaussent, qui détruisent le système catégoriel. En prison, vous récupérez des gens qui n'ont rien à y faire parce qu'ils sont, en réalité, ils relèveraient plutôt de la psychiatrie. À l'école, vous récupérez des gens qui n'ont rien à faire à l'école parce que ça ne les intéresse pas du tout et ils n'ont pas la base culturelle pour tenir le choc. À l'université, c'est pareil. Partout, les populations interstitielles détruisent le système. Premier fait. Deuxième fait, ce système, il est inflationniste parce qu'à tout problème, il crée une nouvelle administration spécialisée. Pour tout problème nouveau, il crée une nouvelle administration spécialisée. Or, nous entrons dans cette situation que ça n'est plus possible d'avoir cette logique extensive. Donc, dès qu'il y a un non-conforme dans une filière spécialisée, on l'expulse vers une autre filière. Ce n'est plus possible. C'est trop cher. C'est tout ce que vous voudrez. Il y a une crise financière, ne serait-ce que ça. Et troisième raison, eh bien parce que, et ça, de ce point de vue-là, c'est probablement positif, parce que les êtres démocratiques que nous sommes, nous ne voulons plus être traités par des techno-bureaucraties. La légitimité des techno-bureaucraties, elle est détruite par les gens qui sont censés être pris en charge par elles, parce qu'ils contestent le savoir du maître, parce qu'ils contestent le savoir du médecin, etc. Parce qu'avec Internet, ils peuvent savoir, eux-mêmes savent tout à fait ce qu'ils ont, ils n'ont pas besoin, etc. Donc, parce qu'il y a une demande sociale, si vous voulez, qui fait qu'on ne peut plus référer des gens en leur demandant ce qui était le modèle antérieur, au fond de se conformer à peu près aux attentes d'une organisation qui les prend en charge, cette organisation leur concédant une petite marge d'adaptation, mais au contraire, les gens requièrent que l'organisation se colle, prenne en compte. Je crois que c'est Saul Katz qui dit c'est plus de la prise en charge, c'est de la prise en compte. Prennent en compte les spécificités et la singularité des gens. Donc, je résume. Deuxième point, je vais aller très vite, rassurez-vous Christine. Deuxième point, notre modèle est en chantier partout. Vous l'avez compris, l'action sociale n'a pas l'apanage de ce genre de transformation. C'est absolument dans tous les domaines, dans toutes les politiques publiques que ces processus sont à l'œuvre. Troisièmement, qu'est-ce que ça signifie si on essaie de réfléchir à ce que c'est qu'une institution? Eh bien, au fond, dans le modèle antérieur, faire institution, qu'est-ce que c'était? Globalement, c'était construire dans la sphère centrale de la société, au niveau de l'État,
des compromis sociaux, des accords globaux, si vous voulez, qui stabilisaient les grandes formes institutionnelles. Et ensuite, ces grandes formes institutionnelles développaient leurs activités et prenaient en charge les personnes qui leur étaient référées. On comprend bien sûr que dans les années 60, ce modèle ait donné les critiques que j'évoquais tout à l'heure. Chacun d'entre vous, en tout cas moi, compte tenu de l'âge que j'ai bien connu l'école dans laquelle on ne nous demandait pas, on ne nous expliquait pas à quoi servait l'école, on ne nous demandait pas si on était content ou pas content, on nous y mettait. Et puis, au bout de 6 mois, si on n'était pas conforme, au bout d'1 an, on était éjecté. Et si on avait compris en gros ce que l'école attendait de nous, on continuait la carrière dans l'école. Bon, voilà. Maintenant, ce modèle n'est plus possible. Autrement dit, les grandes institutions, les grands modèles institutionnels stabilisés au niveau central, qui ont, comme le dit François Dubé, qui a écrit un ouvrage, je vous invite à lire, qui s'appelle « La crise de l'institution », qui ont ce qu'il appelle un programme institutionnel préétabli, construit. Ce programme institutionnel s'appliquant ensuite. Et quand je dis programme institutionnel, c'est l'organisation elle-même, mais c'est les professionnels, car qualifier les professionnels, c'est leur donner une sorte de programme professionnel et leur dire vous n'avez plus qu'à faire ce qu'on vous a appris et vous êtes légitime. Donc ce modèle qui stabilise des programmes institutionnels comme des construits a priori et pour lesquels tout le problème après c'est de les adapter marginalement pour que ça passe à peu près et que ça crée des équilibres à peu près soutenables dans le système, ce modèle ne fonctionne plus. Donc ce qui arrive avec le parcours, au fond, c'est comment faire institution à partir du moment où le cadre institutionnel, c'est-à-dire, alors je peux les définir, qu'est-ce que c'est qu'une institution? C'est évidemment des normes sociales dominantes. Ce sont des normes sociales cristallisées dans le droit, par exemple le droit de la famille. Et puis ce sont des organisations, c'est-à-dire des arrangements qui mobilisent un certain nombre de personnes. Ces arrangements, chacun de ces arrangements ayant une finalité, un objectif. Mais en gros, la dimension du projet, dans le modèle antérieur, elle était pour l'essentiel cristallisée au sommet du système. Et ensuite, le système n'avait plus qu'à s'appliquer, il n'avait plus à rééditer son projet. Quand on dit parcours, contrat, désinstitutionnalisation, qu'est-ce qu'on entend? On entend une descente dans la masse de la société, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, parce que les gens ne veulent plus être traités comme ça, etc. Une descente de la question de savoir comment fait-on institution? C'est-à-dire comment produit-on collectivement des normes? Car en fait, faire un contrat avec quelqu'un ou faire un projet de vie, c'est établir avec lui des normes qui le concernent. Faire un projet d'établissement, c'est établir des normes. Entrer dans une procédure d'évaluation, c'est établir des normes. À un niveau micro-social. C'est ça le problème. La structure centrale, en quelque sorte, alors là on rejoint un peu ce que disait Christine pour ce que j'en ai entendu sur la fin, la structure centrale ne nous renvoie plus le programme qui nous fait vivre, disons le projet, le programme, les normes qui nous font vivre, mais la seule chose maintenant qu'elle puisse faire, et avec quelle difficulté, c'est de nous renvoyer des procédures en nous obligeant à fabriquer le programme nous-mêmes. D'ailleurs, les lois sont devenues des monstres procéduraux. Dans les lois, il n'y a plus de substance, il n'y a plus de contenu. Dans les lois, la plupart du temps, on vous dit qu'il faut faire des schémas, il faut faire des programmes, faire ceci, faire cela. Donc, autrement dit, on ne vous dit pas ce qu'il faut faire, on vous dit comment vous allez essayer de le faire au mieux. Donc, faire institution, voilà quel est le chantier, à mon avis. Comment peut-on instituer à partir du moment, au fond, où, plutôt que de devoir s'adapter à une norme qui leur est extérieure, dont ils pourraient, dans la vision démocratique originaire, se libérer, la vision d'émancipation, si vous voulez, c'était ça, même dans les critiques de Foucault. Comment peut-on se libérer de ces normes qui nous viennent d'en haut? Le grand problème, c'est que d'en haut, plus aucune norme ne nous vient. C'est comment pourrais-je construire des normes pour moi-même et pour ceux avec qui je vis. Ce qui m'amène à mon dernier point, il faut réinstituer autrement. Alors je me tiendrai juste à quelques remarques.
D'abord, ça nous rappelle, pour réinstituer, évidemment, ça n'a pas eu d'écho, on a plutôt lu Foucault, à mon avis, on aurait dû aussi lire les autres. Ça nous rappelle qu'il y a eu des courants dans la philosophie, par exemple la phénoménologie, Husserl ou Merleau-Ponty en France, qui ont beaucoup réfléchi sur l'autorité, parce que parler d'institution, c'est parler d'autorité. C'est-à-dire à la fois pourquoi est-ce que j'obéis, puis d'autre part pour celui qui donne l'ordre, qu'est-ce qui m'autorise à donner un ordre, à obliger les gens à faire ceci ou cela. Donc il y a eu des courants qui ont réfléchi sur l'institution. Il y a eu des juristes aussi très oubliés. Maurice Horiou, à Toulouse, a écrit un ouvrage qui s'appelle « Théorie de l'institution ». Et puis surtout, le sociologue, alors difficile à lire, sociologue, ethnologue, juriste, je ne sais pas, philosophe, Gurvitch, Georges Gurvitch, le théoricien de ce qu'on appelle le droit social. Qu'est-ce qu'ils nous disent de l'institution ? Eh bien, même si notre modèle institutionnel techno-bureaucratique que j'évoquais tout à l'heure nous a fait oublier cette dimension-là, quand vous regardez ce modèle, vous vous rendez compte qu'une institution, ça n'est pas du tout un dispositif dans lequel il y aurait quelque chose de posé, et puis ensuite il y aurait des sujets face à ça qui n'ont plus soit qu'à l'accepter, soit qu'à se révolter, mais c'est une production collective. C'est un processus constant d'intégration de sujets dans une dimension objective. Autrement dit, le mouvement de l'institution, on l'avait oublié parce que ce mouvement, il était trop massif, il nous dépassait. C'était les syndicats, l'État qui faisaient les institutions. Les acteurs sociaux le faisaient très peu. Le mouvement de l'institution, même à ce niveau macro-social, mais maintenant qu'il faut le faire au niveau micro, c'est un mouvement où le sujet participe à l'objectivation de la situation dans laquelle il se trouve. Et cette objectivation le contraint naturellement, limite ses capacités et ses possibilités. Mais en même temps, le sujet, il vit toujours dans le cadre objectif, donc il y a un processus de transformation, d'adaptation permanente du cadre institutionnel. C'est une tension permanente entre le passé, le cadre objectif fabriqué avant, hier, il y a 8 mois, il y a 2 ans, il y a 15 ans, etc. Et l'avenir au travers des sujets qui vivent les institutions, qui vivent dedans les institutions. C'est-à-dire c'est un processus où l'objectivation menace toujours d'emprisonner et de détruire les sujets. Toutes les institutions ont une dimension mortifère. Mais en même temps, les sujets, pour vivre ensemble, ne peuvent pas rester juxtaposés en gardant leur seule dimension, leurs seules aspirations de sujet. Il faut qu'ils acceptent d'entrer dans la construction d'un projet, c'est-à-dire de sortir d'eux-mêmes avec les autres pour construire quelque chose qui va les emprisonner, mais qui en même temps les fait vivre ensemble. Le ensemble n'étant pas négociable. Processus constant qui oscille entre le caractère mortifère de l'institution, toujours, qui a une tendance mortifère, et puis le caractère complètement anarchique, anomique de sujets qui seraient juxtaposés les uns à côté des autres. Donc, à mon avis, les institutions, les problèmes que posent les institutions aujourd'hui, évidemment, ce sont des emplâtres sur des jambes de bois, ça ne peut pas se résoudre, et je vais en terminer là-dessus, ça ne peut pas se résoudre, comme on l'entend trop, à ce que, par exemple, la crise des services publics aboutisse à ce qu'il n'y ait plus le service public, mais le service du public. Vous voyez, par exemple, on va bien s'adapter aux besoins d'où sortent-ils ces besoins ? On va s'adapter aux besoins aux demandes. Mais qu'est-ce que c'est les demandes ? D'où viennent-elles ? Donc ça, c'est une impasse, si vous voulez, là. Transformer le service public en une économie de service. Enfin, l'économie de service a sa grandeur, mais elle-même, c'est une forme d'institution de fait particulière. Donc l'enjeu, c'est de retrouver les espaces intermédiaires. Et je vais vite parce que j'ai utilisé trop de temps. Pour vous dire franchement le fond de ma pensée, je pense que nous devons d'abord bien essayer de bien réfléchir à cette dimension de projet collectif de l'institution, à la fois cadre qui nous emprisonne, mais qui en même temps doit nous faire vivre. Et à partir de là, deuxième remarque, c'est dans les groupements intermédiaires
puisque notre État national n'est plus en mesure de nous fournir les cadres, les moyens, les ressources, etc. C'est dans les structures intermédiaires, les groupements intermédiaires, c'est-à-dire la capacité de la société à faire institution à des niveaux micro ou méso-sociaux. C'est dans cette capacité-là que probablement se tient notre avenir. D'ailleurs, ça a commencé. Autrement dit, réfléchir sur les parcours, ça n'est pas penser que par miracle, les institutions telles qu'elles existent, elles vont se conformer à la demande des gens qu'on va mettre dans des parcours. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Où aurait-il une demande, etc. C'est penser le parcours comme une institution. C'est-à-dire comme quelque chose de collectif, qui est pensé, un projet collectif, dans lequel ceux qui le mettent en œuvre du côté des professionnels, mais la personne qui est prise en charge, il sera partie prenante d'une certaine façon, même si le parcours doit l'emprisonner aussi. Car le parcours, ça n'est pas n'importe quoi. Ça n'est certainement pas demander tous les matins aux gens ce qu'ils veulent faire pour suivre leur parcours. Comment peut-on penser ça ? C'est donc une institution. Autrement dit, c'est une autre façon d'articuler l'objectif et le subjectif, la norme et la dimension du sujet pour lequel la norme est un impératif absolu et en même temps, il doit s'y retrouver. C'est-à-dire, elle doit à minima lui paraître légitime. Voilà. J'ai été trop long. Je vais avoir une amende. Pas du tout. En fait, c'est un sujet passionnant et c'est difficile de le couper. Donc, c'est plus long que le temps prévu, mais c'était très bien. Donc, merci beaucoup à Robert Lafaure de cette richesse d'apport. Donc, voilà. Nous avons en face de nous une vaste problématique très complexe. Alors, pour retomber sur notre réalité et penser ensemble à ce qu'elle représente et ce qu'elle recouvre, je vais demander à Alain Devert de nous aider à réfléchir, à discuter, donc de prendre en main son rôle de discutant avec quelques questions flash qui va vous proposer de reprendre derrière ou de nous en proposer d'autres si vous le préférez. Donc d'abord Alain Devert et ensuite vous, ce que vous en pensez. Donc on aura une toute petite demi-heure devant nous, un petit peu moins puisqu'on est un petit peu dérapé sur le début. Bien. Vous reconnaîtrez que c'est un peu compliqué d'essayer de reprendre pied. D'une part parce que c'est très riche la réflexion qui est proposée par Christine et par Robert Lafaure, et aussi parce que nous sommes dans la salle des gens très différents, qui viennent d'horizons de France très différents, d'associations, de types de secteurs. Alors, j'ai regardé la liste tout à l'heure, on représente à peu près toutes les catégories que tu indiquais. Effectivement, dans la manière dont est configurée même la salle, je dirais, ici, on représente beaucoup de spécialités du modèle qui a été indiqué par Robert Lafaure, en fait, et d'un modèle dans lequel on est très, très profondément imprégné, à tel point qu'il est difficile de penser qu'il y a quelque chose qui a changé. Et donc c'est intéressant parce que le début de la conversation, moi, j'ai trouvé effectivement, dans l'intervention aussi de Christine, comme dans celle de Robert Lafaure, on voit bien qu'il y a une continuité avec la loi 2002, où on a l'impression que, effectivement, on continue un travail d'émancipation en ne faisant plus à travers la coopération, les parcours, etc., plus que de ce qu'on faisait déjà. Qu'on a déjà fait énormément de travail de désinstitutionnalisation depuis notamment les années 60, et qu'on est loin, qu'on n'a pas créé des asiles, qu'on a créé des petites institutions chaleureuses, ouvertes, fondées sur la critique des grandes institutionnalisations. C'est-à-dire que toutes nos petites institutions qu'on a créées depuis des années, ce sont des actes d'alternative aux grandes institutions. Ce sont des actes critiques qu'on a posés en tant que professionnels et en tant qu'association. On a cherché à lutter contre cet enfermement, contre ces institutions surplombantes. On a décentralisé, on a innové, etc. Et puis voilà que tout à coup, on nous dit que c'est encore pas ça. Des fois, c'est énervant aussi pour les professionnels de dire qu'est-ce qu'on a encore oublié de faire. Mais
Donc du coup, ce qui me paraît intéressant pour lancer la conversation, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qui a effectivement profondément changé? Alors j'ai pensé à la question des trains et des parcours. Est-ce qu'effectivement, sur la question des parcours, il y avait, et il y a toujours d'ailleurs, encore aujourd'hui, le principal parcours, c'est souvent le parcours du combattant des parents pour trouver une institution où mettre leur enfant. Éviter de l'envoyer en Belgique ou ailleurs. Même parfois, la Belgique, c'est d'ailleurs plus près qu'au fond du sud de la France. Mais déjà, il y a cette question que les parcours, ce sont les usagers qui les ont souvent faits et leurs familles pour obtenir des institutions qui, elles, ne bougeaient pas et étaient en place. Et que peut-être ce qui est en train de s'inverser dans la loi de 2005, c'est que les usagers disent « Ah ben moi, je reste chez moi, et maintenant, c'est vous qui allez bouger ». Alors moi, je suis un enfant, ben, je reste dans ma classe, et l'équipe du CESAD, eh bien, je viens de travailler avec une équipe du CESAD, là, enfin, plusieurs dernièrement, eh bien maintenant, ils sont tous en voiture, et l'enseignante spécialisée du CESAD a 13 cartables dans son coffre, et elle fait le tour des écoles, et ils ont des problèmes d'amende, parce qu'ils sont obligés de répondre au téléphone, de régler des problèmes, ils n'ont pas de salle dans les écoles, etc. Et c'est eux qui se bougent, c'est eux qui font les parcours. Je pense au baluchonnage, dont on va parler probablement cet après-midi pour les personnes âgées, etc. Donc il y a quelque chose qui s'est effectivement profondément inversé, c'est que c'est plus le même qui bouge. Que peut-être il y a aussi un risque de rester dans l'ancien modèle, qui se pose question, qui est on peut aussi organiser entre nos institutions des parcours spécialisés pour les handicapés, qui continuent, au lieu d'être dans une institution, ils sont dans des trains, et avec bien sûr des parcours spécialisés qui resteront des niches protégées du reste de la société, mais aussi dont la société continue du coup de se protéger. Et on peut créer entre nous des parcours institutionnels où on se partage les usagers avec des emplois du temps et on les fait circuler. Est-ce que c'est ça l'inclusion? Voilà. Notamment, une enseignante disait dernièrement interrogée, me disait par rapport à un IME, bon, est-ce que, bon, d'accord, c'est bien tout ce qu'on fait actuellement, mais en amélioration, est-ce que c'est pas l'unité d'enseignement de l'IME qui devrait pas venir chez moi? Comme ça, moi, je bénéficierais autour de moi d'une vraie aide, d'activités pluridisciplinaires, mais à l'intérieur de l'école. Bon. Du coup, on s'aperçoit que le parcours s'inverse et qu'il y a ainsi effectivement des nouvelles manières de se situer. Et c'est ma dernière question. Sur ces nouvelles manières d'instituer, je crois qu'il y a un retour de la demande même des usagers sur 2 points. C'est-à-dire que quand on va au bout d'un travail de désinstitutionnalisation dans les parcours, c'est-à-dire tout le monde se bouge, tous les professionnels sont sans arrêt en voiture, etc. L'IME n'est plus qu'une gare de triage de référents avec un chef de service qui fait l'organisation des plannings, mais on n'a plus le temps de faire une réunion de synthèse. Mais là, je vais trop loin. Et à ce moment-là, on se trouve effectivement dans un modèle limite qui vient avec des gens, des éducateurs qui disent « Ah là là, mais où on est là je ne sais plus où je suis, pour qui je travaille, etc. » Et j'ai deux petits faits qui posent question, et je m'arrête pour lancer le débat. Un, c'est un CESAD, effectivement, qui a été pour aveugles, enfin malvoyants, pardon, excusez-moi, et aveugle, qui a été amené à... qui commence à organiser des regroupements parce qu'il y a une limite. À la demande des familles et des jeunes, ils disent on a besoin de se retrouver entre handicapés parce qu'on a des choses à se dire, on a des expériences à partager et on a des pratiques à construire. Et c'est trop dur d'être toujours au milieu des autres parce que l'effort que nous, on doit faire, il est énorme. Et ça me paraît intéressant. Ils ont besoin de revivre ensemble aussi, à leur manière. De la même manière que dans la mixité, il n'y a pas que des temps où les hommes et les femmes sont ensemble. Il y a des tas de moments où ils ont envie de se retrouver chacun de leur côté. Et donc il y a cet aspect-là. Et puis un autre aspect qui m'a paru intéressant aussi, c'est une expérience en Suède où ils sont allés très loin en désinstitutionnalisant et où les usagers ont recréé des coopératives en disant mais ça bien, mais moi être obligé de gérer avec mon argent tous les intervenants, j'ai un mal fou à le faire. Je ne suis pas spécialiste en ingénierie sociale. Je ne m'en sors pas.
Et puis ça n'a plus de sens parce que c'est complètement découpé. J'aimerais trouver un coordonnateur. Donc ils ont créé une coopérative avec un coordonnateur qui travaille auprès de l'usager pour mobiliser l'ensemble des prestataires et avoir une sorte de réunion de synthèse pour un projet global autour de lui. C'est-à-dire, en fait, d'une certaine manière, le souci, une demande de vivre ensemble et une demande de penser ensemble.